j'invite à me rejoindre la réalisatrice du film, Claire Mongendre, et l'actrice protagoniste, Claire Duburc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bravo. Merci. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais 2 questions. La première, c'était sur la photo. Est-ce que vous avez... est-ce que c'était de l'argentique ou est-ce que c'était du numérique? J'ai eu parfois l'impression que vous aviez fait les deux. Ça, c'est pour la première question. Et je crois que quand les parties de corps n'existaient plus, étaient en noir, c'était peut-être plus de l'argentique. Enfin, vous me direz, voilà, c'était ma question. Ouais. Et la deuxième question, c'est sur le concept de film photographique. Est-ce que vous aviez écrit une continuité dialoguée que vous aviez donnée aux comédiens? Est-ce qu'ils ont joué? Ou est-ce que vous avez... Ou est-ce que vous avez donné des lignes directrices que les comédiens ont suivies pour ensuite jouer? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos 2 questions qui sont très précises. Et il y en a une, Claire est là. En fait, on s'appelle toutes les 2 Claire. Donc Claire, que vous avez reconnue, l'actrice, pourra raconter comment on a filmé. C'est de l'argentique, entièrement. Et je pense que vous avez peut-être le sentiment qu'il y a du numérique parce que, en revanche, on a étalonné en numérique. Et on a fait des choix de colorimétrie qui sont très forts. Et donc, peut-être c'est ce sentiment-là. Enfin, en tout cas, quand on a financé le film, il était très clair qu'on ne voulait pas se priver d'un étalonnage, de pousser des contrastes très forts. Finalement, on a assez peu étalonné. Enfin, on avait beaucoup étalonné et on est revenu en arrière. Mais on a gardé, en tout cas, des contrastes très forts entre les images. En revanche, c'est de l'argentique tout le temps. On a tourné en une semaine, on a shooté 4500 photos. On en a retenu au montage, donc un montage qui s'est étalé sur des mois et des mois et des mois, avec des temps de réflexion entre-temps, et on a gardé 460... ce que vous avez vu, c'est 460 photos, donc une photo sur 10 à peu près. La chef opératrice pourra dire combien de pellicules on a utilisé, mais vraiment beaucoup, et on était prêts. Grâce à notre productrice qui a financé une prépa sur ce film, on était prêts. Quand on a fait une semaine de tournage, au sens où on avait déjà établi un protocole, justement, avec les acteurs. Et voilà. Et Claire va vous en dire plus. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait 2 photographes au plateau et qu'ils étaient globalement en impro, avec des thématiques qu'on avait travaillées en amont, mais Claire va vous en dire plus. Merci. Alors, la base du travail, c'était... la voix off que vous avez entendue. Ah oui, pardon, j'ai pas répondu à votre deuxième question. Il y avait parce que ça va aider. Il y avait un vrai scénario avec en effet toute la voix off écrite, qui a été évidemment complètement réécrite au montage. Mais c'est ça qu'avaient les acteurs et que les gens qui ont financé le film avaient, quoi. C'est-à-dire un vrai scénario avec une voix off, plus pas mal de visuels, plus on avait expliqué le protocole, en fait, longuement. Voilà. Et Claire va vous expliquer le protocole, ouais. Mais alors, cette voix off, au départ, en tout cas pour un acteur, elle prenait plutôt la forme d'un conte. Et donc, on avait cette base-là écrite qui était déjà très, très forte pour commencer le travail. Et ensuite, l'autre base du travail, c'était Claire Mongendre. Et donc, on a énormément discuté avec Claire en amont pour définir qu'est-ce que le personnage qui est le personnage de cette jeune fille et qu'est-ce qu'elle veut chez ce jeune homme. Et on a aussi travaillé physiquement. On a répété avec Chérif Adékambi, qui était mon partenaire de jeu. On a répété physiquement et Claire nous a fait faire une impro, je pense à elle en particulier, où on a travaillé sur des corps très animaux. Des animaux, ouais. Vous avez fait l'antilope et le lion. Et parce qu'on a cherché, étant donné qu'on n'était que sur des photos, il fallait avoir un corps très précis et très puissant. Et donc, pour le personnage de cette jeune fille, on a travaillé sur l'organicité d'un prédateur
en chasse. Voilà. Et donc ça, c'était la base du travail. Et ensuite, au moment du tournage, on était principalement en improvisation, avec ce travail fait en amont, et avec les photographes qui étaient eux aussi en improvisation. Et donc on était à 4 comme ça, tout le temps, comme dans une espèce de danse ensemble, où nous, on ne savait pas... on savait pas où allaient être prises les photos. Prises les photos. Parce qu'elles étaient volées, les images étaient volées en haut, en bas, à droite, à gauche. On n'avait pas de cadre, et ce qui est quand même très très singulier quand on joue pour le cinéma, en tout cas pour le média, l'optique. On n'avait aucune notion du cadre, et c'est assez génial. Et voilà. Et moi, je viens du plateau de théâtre à la base. Parce que donc, quand vous me demandez si c'est de la pellicule ou du numérique, le truc assez fou, c'est que moi, j'avais pas de retour. J'avais pas de retour, je ne voyais pas en fait ce qui était shooté au plateau. Et on avait, grâce au directeur artistique qui est là, qui est un des photographes aussi, on avait storyboardé quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on savait on avait un cahier des charges en fait. On savait en termes d'émotion pour chaque séquence ce qu'on cherchait à peu près. On se laissait une marge d'impro en nombre de pellicules. On savait combien de pellicules on pouvait dépenser. On savait qu'il y aurait beaucoup de déchets. Et on savait aussi qu'on avait besoin de... Claire dit, on a dit toutes les deux, il y a beaucoup d'impro, mais il y a des gestes par moment qui étaient fixés. Par exemple, les scènes de toucher, les répétitions et les essais nous avaient permis de fixer un certain nombre d'enjeux majeurs, de photos à avoir, quoi. Il fallait qu'on ait certaines photos obligatoires. Donc en gros, on avait des émotions obligatoires à retrouver et des gestes souvent. Et moi, pour moi, c'était Kinder Surprise, quoi. C'était vraiment genre, je m'assurais auprès des 2 photographes à chaque fin de séquence, et évidemment la première assistante réalisation aussi, qu'on avait tout. Mais évidemment, je pouvais pas vérifier, quoi, parce qu'on a développé bien plus tard. Voilà. Et ça a été génial, quoi, parce que je savais que moi, j'allais réinventer aussi le film au moment du montage, que je ferais avec ce qu'il y aurait. Voilà. Et il y a eu beaucoup. Et ça a été quand même... J'avoue que le moment du développement des photos, c'était complètement dingue. Parce que là, c'est le gros cadeau, quoi. On se dit, ah ouais, ok, on a un peu réussi ça, c'est énorme. Comment on va réussir à fabriquer un film ? Je sais pas encore complètement, mais on a une étape de passer, et c'était un gros cadeau, quoi. Et l'idée du dispositif, du coup, ça a été influencé par quelque chose en particulier. Moi, quand j'avais vu le film, je pensais bien sûr évidemment tout de suite à l'AGT, mais aussi par rapport à ce qu'il racontait et la dynamique entre les personnages. J'avais pensé, on a déjà changé, The Unknown, l'inconnu de Todd Browning. Donc je voulais savoir si déjà ces 2 films faisaient partie des références. Mais aussi l'idée, voilà pourquoi cette idée de mettre en place un dispositif de roman photo pour cette histoire, précisément pour cette histoire. Alors, je pense que c'est multi, c'est vraiment, c'est très alchimique ce film. C'est-à-dire la manière dont ça s'est fabriqué. Il y a beaucoup de choses qui viennent, je pense, de mon inconscient, parce que je crois savoir aujourd'hui pourquoi j'ai fait un film en photo. Je pense que j'ai fait un film en photo parce qu'en fait, les premières images animées que moi j'ai vues sont les diapositives en fait de ma famille, qu'on voit dans le film. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait écho très très fort. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'au montage, parce qu'en fait, les diapos n'existaient pas dans le scénario. Mais les diapos de ma famille, en fait, n'étaient pas au scénario. Donc, je pense que la première référence, c'était certainement La Jetée, mais parce que comme je suis romancière, j'ai forcément un goût démesuré pour les voix off. Après, se mesurer à La Jetée, il n'en était pas question. Et le gros choc pour moi, ça a été le visionnage du film de Kleber Mendonça Filho, donc Vinyl Verdi, auquel mon film vraiment rend complètement hommage, parce que c'est un film, c'est l'histoire d'une disparition aussi. C'est un film en photo. C'est un conte psychanalytique, donc ça n'a rien à voir. C'est une mère et sa fille. Ça se passe entièrement dans un appartement. Mais ça a été pour moi l'évidence d'une forme à un moment donné. On s'est dit, OK. Enfin, moi, je me suis dit, ça va prendre cette forme-là. Et voilà. Et après, ça a été le monteur un des monteurs principaux avec qui avec qui je travaille me connaît bien, la monteuse son du film aussi. Et en fait, c'est eux qui m'ont dit très très vite, tu nous parles des diapos, de ta famille, il faudrait quand même que tu ailles exhumer ça, quoi. Et en fait, on a exhumé ça. Et le film, tout d'un coup, s'est ouvert, quoi, véritablement. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles moi, je faisais ce film horrifique, parce que
il y avait une dimension série B que le film de Kleber Mendoza Filho avait, parce que c'est un conte d'horreur aussi. Et moi, je me demandais un peu ce que j'étais venue faire dans cette galère, parce que je supporte pas les films d'horreur. Vraiment, quoi, je peux à peine les voir. C'est pas un hasard si j'étais passée à côté du film de Todd Browning, parce que c'est à la fois le cinéma artisanal, le cinéma qui se fait au plateau, c'est vraiment mon domaine, parce que je viens du spectacle vivant et de la littérature, et en même temps, l'horreur, c'était pas trop mon domaine. Et où est-ce que je voulais en venir ? Non, mais ça, c'est mes parenthèses habituelles. Bon, mais je ne sais plus. Et donc, je me suis retrouvée à fabriquer ce film d'horreur en me disant il va falloir qu'on creuse de ce côté-là, qu'on trouve avec la pellicule quelque chose à faire en fait de cette disparition. Et à un moment donné, ça a été évident que la clé de voûte, c'était l'histoire d'un garçon qui disparaît, c'était l'histoire d'une fantomisation en pleine ville, ce qui était une différence avec le film de Kleber Mendoza Filho où ça se passe dans un appartement. Et ce qui était fou pendant les essais, c'est que je me disais mais ça va pas marcher, quoi. Ça va être trop énorme en fait, cette disparition, parce que donc c'était évident que pour moi les décors étaient en extérieur, c'est des décors que je connais très bien, que l'équipe du film, dont toute une partie est bordelaise, connaît très bien. Et je me disais mais c'est trop énorme, quoi. On va faire disparaître, enfin les gens vont rire. Je me disais, les gens vont rire, en fait. Ça va pas du tout être horrifique. Et en fait, on s'est entêté sur cette idée que, ce que racontait précisément le film, c'était la disparition. Ce qui me touchait depuis le début dans cette histoire, c'était que c'était une disparition en pleine lumière, en pleine couleur, et que cette jeune fille ne voit rien, en fait. Et ça, c'était la graine au démarrage de l'histoire. C'était une histoire d'amour impossible, c'était de retourner le pitch attendu, c'est-à-dire c'est une jeune fille en fleurs à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, qui se raconte qu'elle aime un garçon alors qu'en fait elle le dévore, quoi, et qu'elle s'en rend quasiment pas compte, enfin elle s'en rend compte un tout petit moment à la fin. Enfin, voilà, on va vous laisser aussi, parce que les gens réagissent de manière assez différente parfois au film, et donc j'aime beaucoup avoir vos retours. Si vous voulez me dire des choses. Du coup, bravo pour le film. Merci. Et j'avais une question aussi par rapport au traitement du son. Je voulais savoir, que ce soit pour toute la bande-son en général ou même la musique, à quel moment elle est intervenue en fait, dans l'élaboration ? Est-ce que c'était déjà présent avant le tournage ? Est-ce que c'est arrivé pendant la post-production ? Comment tout ça est arrivé finalement ? Alors, il y avait le pari fou de faire ce film que personne ne savait fabriquer, en fait. Parce que Kleber Mendoza Filho, dont je parlais tout à l'heure, et évidemment Chris Marker, son monteur. C'est-à-dire, Kleber Mendoza Filho, il a co-monté son film, mais globalement, il sait faire du montage, ce que je ne sais pas faire. Et donc, il fallait que je parte avec une équipe qui avait envie de faire ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et c'est le cas de cette monteuse son, c'est Claire Cahu, qui est vraiment pour moi un génie, enfin, qui est vraiment quelqu'un... Voilà, j'ai beaucoup de chance qu'elle accepte encore de faire mes courts-métrages. Et en fait, on a fait 2 précédents courts-métrages. Là, on fait ce moyen ensemble. Et on se rend assez vite compte qu'on ne pourra fonctionner qu'en faisant énormément d'allers-retours entre le son et l'image. Puisque dans ce film, où il y a quelques stop-motion, mais il n'y a pas de mouvement, quoi. Et donc, la question se pose. Claire a écrit une note énorme sur le sujet. La question se pose de comment on anime des images fixes. Enfin, comment on crée du son. Et... là, pareil, merci Julie Paratian, la productrice. On est parti sur des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de création sonore. Dans la note que Claire a écrite, elle dit que finalement, les sons qui fonctionnaient, et ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à Chris Marker et Kleber Mendoza Filho, c'est, je crois, quelque chose qu'on initie vraiment dans le film, c'est que la partition sonore, elle est très, très complexe. Elle participe énormément, je crois, de la tension du film. Et elle s'est rendue compte, donc Claire Cahu, Claire, que ce qui marchait, c'est quand les sons à la fois désignaient quelque chose qu'on pouvait imaginer à l'image, donc quelque chose de très concret, et en même temps que les sons ne marchaient que s'ils comportaient une musicalité. Et il a fallu jeter énormément, essayer énormément pour créer cet univers. Voilà. Et l'autre chose que crée, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est que, en fait, il y a peu de diapositives. Cette Afrique fantasmée par la jeune fille, elle existe principalement au son, en fait.
Et le film a vraiment, là aussi, pris sa mesure une fois qu'on a échafaudé l'univers sonore, l'atmosphère. Et quand Delphine Malocena, la compositrice, est rentrée à son tour dans cette équipe, enfin, ça a été un travail extrêmement collaboratif et complice, en fait, puisque Claire Cahu a attrapé de la musique de Delphine et Delphine a apporté des sons, c'est-à-dire elles ont vraiment totalement travaillé en collaboration. Et ce qu'a apporté Delphine précisément, Malocena, c'est que je pense que la dimension de conte, la dimension presque mythique, mythologique, en fait, existe grâce à la musique. C'est-à-dire, et ça, j'avais à peine osé en rêver au scénario, quoi. Je savais même pas que ça pourrait être là. Et ouais, voilà. Et moi, j'ai une question par rapport à la voix off, justement. Ouais. Il y a une dimension politique très forte dans l'utilisation de la voix, qui est interprétée par Marie-Philomène Ngo. Ouais. Voilà. Ouais, bah là, pareil, ça a fait partie des eureka, des choses qu'on a vérifiées au fur et à mesure de la fabrication. Alors longtemps, ça a été, pour des raisons évidemment techniques, de financement, ça a été ma voix. J'avais fait la voix off précédente de mon film précédent. Et donc ça a longtemps été ma voix, donc la voix d'une jeune femme blanche. Voilà. Et au moment des projets tests, en cours de montage, je veux dire des projets qui ne sont pas destinés à montrer, à regarder un film fini, mais le film était un peu incompréhensible, quoi. Il y avait un problème de point de vue, en fait. Et cela dit, c'était là depuis le début qu'il fallait que ce soit la voix d'une femme noire ou métisse, ou en tout cas dont on entend qu'elle est afrodescendante, puisque Marie-Philomène Nga est camerounaise. C'est une actrice qui joue en France. Vous avez dû la voir dans des comédies principalement, alors que c'est pour moi une grande tragédienne. Et en fait, voilà, j'avais envie d'une voix universelle comme ça, sauf qu'elle a été très difficile à trouver, Marie-Philomène Nga, parce qu'on le sait, il y a très peu d'actrices noires qui travaillent dans ce pays. On a fait beaucoup d'écoutes de voix de femmes. De journalistes, on a été chercher et en fait un jour Marie-Philomène est apparue et elle a donné ce qu'on entend, parce qu'elle l'a donné le film était quasiment terminé, donc on était très avancé dans le processus, voilà, mais c'est vrai que c'était un peu chamanique cette séance, parce qu'en une séance et demie on a fait des toutes petites retouches, une deuxième séance, mais en 3 heures elle a donné ce qu'on entend là. Ce qui est en termes de voilà, est assez impressionnant, je trouve, pour une actrice. Et question du coup pour Claire, par rapport à ton personnage, on disait tout à l'heure, bien sûr c'est un personnage quelque part aveugle, c'est-à-dire qui n'arrive pas à voir les conséquences de ses actions sur le corps de l'autre, mais cette dimension voilà, de incapacité de voir, c'est beaucoup plus large. Ça concerne non seulement le corps et les personnages masculins, mais quelque chose de plus profond qui est aussi ancré dans l'histoire de la ville et dans l'histoire de la France. Oui, c'est précisément moi ce qui m'avait bouleversée dans la voix off que j'avais reçue. C'était la nécessité de raconter de cette manière-là des histoires comme ça, et en fait cette histoire universelle. Et c'est marrant parce que pour moi ce qui s'est passé, il s'est passé l'effet inverse de ce que vit le personnage, c'est-à-dire que alors que j'avais vécu en banlieue, que j'étais coutumière à ce qu'on appelle la diversité culturelle, j'avais très peu de connaissances finalement sur le passé colonial de la France, sur le commerce triangulaire et sur l'origine du racisme en France. Et donc j'étais dans cette espèce de colère que peuvent ressentir les jeunes, comme ceux qui déboulonnaient des statues avant la pandémie, d'incompréhension totale face à l'histoire et de mécontentement, mais sans avoir aucune connaissance véritable. Et donc, au fur et à mesure du film, j'ai pris connaissance d'énormément de choses incroyables grâce à Claire d'abord. J'ai pris connaissance de la littérature et de grands auteurs comme Frantz Fanon, grâce à un grand monsieur de Bordeaux qui s'appelle Carfa Diallo et qui fait des visites de la ville de Bordeaux sous le prisme de l'histoire coloniale de la France.
j'ai appris l'origine du racisme en France. Et donc finalement, je suis devenue de plus en plus cultivée sur le sujet. Et ma colère s'est éteinte de plus en plus aussi, grâce à cette connaissance et à ce savoir. Et donc, pour moi, ce que représente cette jeune fille, c'est justement ce passé amnésique de la France. Et ce qu'elle représente avec sa blancheur, c'est aussi cette ville blanchie de Bordeaux qui a fait partie des principaux ports négriers de l'histoire du commerce triangulaire. Et donc, c'est encore assez... je suis encore en réflexion, visiblement. Mais voilà, je crois que le raconter sous cette forme-là, c'est une vraie nécessité plus qu'avoir un propos politique ou qui pourrait s'apparenter à du prosélytisme ou je sais pas. Moi, j'aurais d'autres 10 000 questions, mais je suis désolé. Le temps en disposition est terminé. Je vous remercie d'abord, bien sûr, d'être là, d'être venu présenter le film.